à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des coulisses de l'info, le Focus, votre série pour en savoir un peu plus sur les dessous du métier de journaliste. Pour ce tout nouvel épisode, le premier de 2025, je suis avec Anne Le Gall. Salut Anne. Salut Margot. Est-ce que pour nous, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je suis journaliste au service sciences, santé, environnement de France Info. Je suis journaliste à France Info depuis 4 ans, mais auparavant, j'ai travaillé plus de 20 ans dans une autre radio et je me suis au fil du temps spécialisée dans les sciences. Donc j'ai fait beaucoup de journalisme santé et puis du journalisme environnement et des nouvelles technologies. Et tu as une chronique tous les matins? Et j'ai une chronique tous les matins sur France Info, donc 6h50, 8h20, 11h20. Ça s'appelle le billet science. Et l'idée, c'est de vulgariser en 2 minutes un sujet d'actualité scientifique. Alors justement, tu l'as dit, tu traites de sujets quand même très spécifiques. Comment tu travailles ces sujets en tant que journaliste? Est-ce que tu as les mêmes processus de vérification, par exemple? Alors en général, il y a 2 scénarios. Soit l'information vient d'une publication scientifique, je reçois un communiqué de presse ou j'entends parler d'une grosse étude qui est parue dans un journal comme Nature ou The Lancet. Et à ce moment-là, il n'y a pas de vérification de la source à faire puisqu'elle est fiable. Mais il faut en revanche décrypter l'information. Donc je vais aller à la source. L'information dans ce cas-là, elle est souvent en anglais. Donc il faut lire l'étude à la source. Et puis ensuite, il va falloir vulgariser, simplifier, remettre en perspective. Donc là, j'ai besoin en général de l'appui de chercheurs. Donc je vais appeler des chercheurs qui vont m'aider à remettre l'information en perspective. Ils vont m'aider aussi à trouver le bon vocabulaire, à simplifier, mais pas trop simplifier non plus pour ne pas déformer le propos. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est une info dont on entend parler dans la presse, dans une conversation, sur les réseaux sociaux. Là, il va falloir vérifier. Par exemple, on a trouvé un nouveau médicament pour faire pousser les cheveux, par exemple. Est-ce que c'est vrai? Je vais aller voir d'où ça vient. Est-ce que la source est fiable? Qui parle? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Est-ce qu'on est au stade de l'essai clinique? Est-ce qu'on est au stade de la phase 1, 2, 3? Donc, est-ce qu'on est proche de l'essai sur l'homme ou pas? Donc tout ça, il faut vérifier. Et c'est comme pour n'importe quelle matière journalistique. Il faut vraiment recouper l'info, aller à la source, la lire vraiment à la base pour ne pas reprendre des simplifications excessives. Et justement, on parlait de pédagogie parce que du coup, certaines informations sont quand même très scientifiques et pas forcément très faciles à comprendre. Toi, ton rôle, c'est de rendre ça digeste, compréhensible. C'est difficile justement cet exercice de pédagogie. Comment tu te mets à la place de l'auditeur, de l'internaute qui va lire ton papier sur franceinfo.fr? Alors en général, il faut se demander comment on expliquerait cette info à un enfant de 7 ans, en quelque part. Et en même temps, il faut se dire qu'on est aussi écouté par des scientifiques, par des ingénieurs, des médecins. Donc, il ne faut pas non plus simplifier les choses à outrance. Alors, l'exercice, c'est tout le challenge, hein. C'est l'intérêt du journalisme scientifique de faire de la vulgarisation et de la transmission. Donc, c'est à la fois sympathique, ça peut être vertigineux quand il faut vulgariser le prix Nobel. Ça, c'est tous les ans, prix Nobel de médecine, de chimie, de physique. Donc là, ça peut être Pour le commun des mortels. un exercice plus compliqué. Et en fait, la vulgarisation, elle se passe à 2 niveaux. Elle se passe au niveau du vocabulaire, donc il faut enlever le jargon scientifique pour le transformer en mots simples. Ce matin, je parlais d'une enzyme, mais effectivement, le rédacteur en chef me rappelait que enzyme, il faut déjà rappeler ce que c'est. C'est une protéine qui sert à accélérer une réaction chimique. Je parlais de cellulose. La cellulose, c'est le matériau qui constitue la paroi des plantes, mais ça, il faut le rappeler à chaque fois, même si pour le chercheur que j'ai eu au téléphone, c'était évident. Et puis, il y a aussi la remise en contexte, c'est-à-dire pourquoi on parle de cette information, pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer dans la vie quotidienne. Donc tout ça, c'est un travail de vulgarisation et il faut souvent trouver des images, alors soit des analogies, des métaphores pour expliquer des concepts. Et l'important dans ce cas-là, c'est d'avoir son réseau de chercheurs qu'on peut appeler, même le dimanche. Voilà, on a des portables, on a des gens, des chercheurs, des scientifiques de confiance qui vont nous aider à faire ce travail de vulgarisation et qui vont nous aider à trouver les bonnes analogies, les bonnes images. Alors justement, comment on fait pour rester tout le temps alerte
sur ces sujets-là qui peuvent en plus évoluer aussi rapidement? Ce qui est important, c'est d'avoir son réseau d'informateurs. Donc moi, je reçois des communiqués de presse dans ma boîte mail, de la part des grandes agences scientifiques, le CNRS, l'INSERM, l'Agence du médicament. Je suis aussi en lien avec les ministères, santé, environnement, agriculture. Je suis en lien avec, le CNES pour le domaine du spatial. Donc il y a des choses vraiment très académiques qui nous parviennent. Et puis, on est en alerte aussi sur les publications à l'étranger. Je vais très souvent sur le site de l'Académie des sciences américaines, où il y a toute une série de communiqués de presse, de parutions en anglais, et ça permet aussi de s'ouvrir un petit peu à la recherche ailleurs qu'en France. Est-ce qu'il faut un diplôme scientifique pour être un bon journaliste scientifique? C'est une bonne question. Je pense que ça n'est pas obligatoire. Moi, j'ai un bac scientifique, mais ensuite j'ai fait des études très généralistes. Donc voilà, je ne suis ni médecin ni ingénieur. Tu n'as pas fait de recherche? Je n'ai pas fait de thèse, de recherche, de doctorat. Je pense qu'en fait, être climatologue ou ingénieur ou médecin et journaliste, ce sont deux métiers différents. Le métier du journaliste, c'est vraiment de transmettre une information qui sera digeste pour le grand public. Voilà, le médecin, c'est autre chose, il va faire du diagnostic, rédiger des ordonnances. L'ingénieur, voilà, il aura d'autres fonctions. Donc, ce sont deux métiers différents. En revanche, donc, même si on n'a pas de diplôme scientifique, je pense qu'il est important d'avoir déjà une base scientifique pour avoir le même vocabulaire que les chercheurs, pouvoir parler d'un langage Pareil, le même commun, langage. se comprendre. Et puis, il faut avoir une curiosité scientifique surtout, une appétence, une envie de comprendre. Donc la curiosité scientifique est indispensable, même si le diplôme ne l'est pas. Ça peut donner des idées à certains qui peut-être nous regardent. Alors, une des critiques qui est très souvent avancée quand on parle d'écologie ou de protection de l'environnement, c'est l'aspect anxiogène. Si je grossis volontairement le trait, ce qui peut être reproché, que ce soit dans le débat public ou dans les médias, c'est par exemple le fait qu'on dise qu'il fait toujours plus chaud, la fonte du permafrost, des espèces animales qui vont disparaître. C'est des infos qui sont en effet inquiétantes. Pour autant, elles sont vraies. Toi, il y a quelques semaines, tu as fait une chronique sur la découverte de moules d'eau douce dans la Seine, une espèce en voie de disparition et qui en plus du coup confirmerait la bonne santé du fleuve. C'est une info plutôt réjouissante. Est-ce que justement tu fais attention à cet équilibre-là? Alors effectivement, l'information environnementale, ce sont aussi des bonnes nouvelles et ce sont aussi tous les services que nous rend la nature. Donc il y a les moules dans la Seine. Donc les moules, elles ont un rôle de filtre, donc elles vont purifier l'eau. Et puis en plus, on découvre que dans une eau qu'on pensait polluée, finalement, on trouve des moules en voie de disparition. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai parlé aussi récemment de castors qui avaient permis à une commune en République tchèque d'économiser plus d'1 million d'euros parce qu'ils ont construit un barrage sur une réserve naturelle, à un endroit où un barrage était prévu. Et ce barrage, il était en projet depuis 7 ans et ça n'avançait pas. Il aurait coûté cher et les castors l'ont construit en 48 heures. Donc voilà, c'est fascinant de découvrir la façon dont les arbres se parlent entre eux par les racines. C'est fascinant de parler du langage des baleines. Donc l'environnement, ce sont aussi toutes ces merveilles de la nature. Mais c'est vrai que quand on parle du climat, alors là, c'est plus anxiogène. En fait, le journalisme climatique, il a le défaut de rassembler une information négative, parce que la Terre se réchauffe et voilà, et on le subit. Et c'est aussi une information complexe. Donc en fait, il y a tous les ingrédients pour que ce soit très rébarbatif. Donc il faut essayer de rendre cette information-là digeste. Comment on fait? Alors, sans doute qu'il faut aussi se placer beaucoup à l'échelle individuelle, c'est-à-dire expliquer ce que ça change d'avoir 0,5 degrés de plus dans telle ou telle région, comment la végétation va évoluer, l'agriculture, et puis qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, en se replaçant à l'échelle individuelle, on redonne aussi aux auditeurs la possibilité d'agir. Parce que ce qui est déprimant en réalité, c'est l'impression que le changement climatique nous échappe. Parce que les émissions de gaz à effet de serre, elles sont mondiales. Les molécules de carbone, elles subsistent longtemps dans l'atmosphère. Donc c'est très compliqué d'agir et d'avoir des effets tout de suite. Donc il faut pouvoir se replacer à l'échelle individuelle pour redonner l'envie et des perspectives d'action. Alors là, on va écouter un extrait
et puis je te fais réagir dessus. Les dauphins jouent un rôle essentiel pour maintenir l'équilibre de l'écosystème marin. Ça peut paraître paradoxal, mais en tant que prédateurs, ils favorisent les ressources en poissons, en mollusques ou crustacés. Et ce que les scientifiques observent, c'est que quand un prédateur subit des pressions, les proies, elles aussi, peuvent décliner à terme. Les espèces sont donc interdépendantes. Toute la chaîne alimentaire peut être bouleversée. Et pour les pêcheurs, ça veut dire des ressources en moins. Alors, dans cet extrait, je le précise, donc on n'entend pas ta voix, c'est la voix de Boris Allier, qui est aussi journaliste avec toi. Exactement. Boris, dans cet extrait, revient sur l'interdiction de la pêche par certains bateaux dans le golfe de Gascogne pour protéger les dauphins et aussi préserver les ressources de poissons. Le Comité national des pêches maritimes a fait savoir de leur côté qu'ils maintenaient leur opposition sur le fond à cette décision. Souvent, dans les sujets que vous traitez, que tu traites, il y a des industries, des entités qui s'opposent. Alors toi, tu ne prends pas du tout part à cela parce que tu es dans ton rôle de journaliste, c'est-à-dire de relater et d'expliquer et vulgariser. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être prise à partie, sachant qu'il y a beaucoup de sujets, on le sait, qui sont sensibles. Je pense aux pesticides, je pense au nucléaire. Voilà, donc ça soulève souvent des tensions. Est-ce que toi, en tant que journaliste qui traite de ces sujets, ça t'est déjà arrivé d'être prise à partie? Ça m'est déjà arrivé d'avoir des réactions à des chroniques sur les réseaux sociaux. Il y a des sujets plus clivants que d'autres. Très clairement, tout ce qui relève du climat, de la vaccination, des pesticides, des pollutions en général, ça suscite pas mal de réactions. Évidemment, il y a des messages, on voit très clairement soit le lobby derrière, soit on voit qu'il y a des opinions très arrêtées. Donc moi, quand je dois répondre, je rappelle que je m'en tiens aux faits. Et de toute façon, en tant que journaliste, je n'ai pas à donner d'avis, je n'ai pas à dire ce que chacun doit penser. Chacun est libre d'avoir un regard critique sur une chronique et je n'ai pas non plus à édicter des comportements, des habitudes de vie. Vraiment, c'est très important de s'en tenir aux faits. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'être journaliste environnement, ça n'est pas faire du journalisme d'opinion. En revanche, c'est faire du journalisme engagé parce que on dit des choses qui ne font pas forcément plaisir à entendre, parce que parler des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi remettre en cause nos modes de vie, certains points de notre modèle économique, donc ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Donc c'est normal qu'il y ait des oppositions et qu'il y ait des rejets et qu'il y ait des critiques quand on parle de réduction de gaz à effet de serre. Néanmoins, il faut être engagé sur ces questions parce que, qu'on le veuille ou non, les rapports scientifiques le disent clairement, on est dans une période de transition écologique et du fait du réchauffement climatique. De toute façon, on est dans une période qui va conditionner les conditions de vie des générations futures. Donc, il faut aussi que les journalistes disent les choses clairement, expliquent les marges de manœuvre, explique la façon dont les systèmes économiques, politiques pourraient réagir pour que la société, pour que le système global de la Terre soit plus résilient. Donc voilà, c'est notre devoir d'en parler, même si ça ne fait pas toujours plaisir. Et c'est aussi notre devoir de batailler dans une rédaction pour que des sujets parfois anxiogènes passent. Engagé, mais pas forcément militant. Est-ce qu'on peut être journaliste environnement sans être militant? Ah oui, je pense qu'il faut d'ailleurs ne pas être militant. Après tout, chacun est libre d'avoir sa propre opinion. Par contre, on doit donner les faits, donner la parole à tout le monde et être équilibré dans le partage de la parole, dans les commentaires, ça c'est clair. Et puis, il faut aussi avoir un regard critique sur les chiffres qu'on publie. Parce qu'en science, parfois la vérité, elle se fait en marchant aussi. Dans le Covid, on l'a vu. Ce qu'on pensait du comportement du virus au début de la pandémie n'était pas forcément le regard qu'on avait sur lui à la fin. Donc il faut aussi savoir avoir l'humilité de se remettre en cause et de dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et c'est pas parce que il y a des rapports scientifiques que la vérité est arrêtée. La recherche parfois fait évoluer les connaissances. Il faut avoir l'humilité de se dire qu'on ne sait pas tout en science. Anne, pour France Info, tu as assisté à la dernière COP. Tu t'es donc rendue à Bakou, en Azerbaïdjan,
pays hôte de cette COP29. Est-ce que tu peux expliquer ton quotidien là-bas, sur place, et combien de jours tu es resté là-bas? Alors, je suis restée là-bas une semaine. En fait, la COP dure 2 semaines, mais on a réparti le travail entre plusieurs journalistes. Donc, moi, j'étais en compagnie d'Étienne Monin, qui travaille pour la rédaction internationale de Radio France. Et donc, on se levait très tôt pour pouvoir être en direct dès 6h30 si besoin. On avait la chance d'avoir un décalage horaire de 3 heures, donc on avait 3 heures d'avance, qui était confortable. Favorable. Mais dans ces cas-là, en fait, tous les jours à la COP, il y a des réunions internationales, il y a un texte qui est signé à la fin, qui avance petit à petit. Donc tous les jours, il faut suivre les conférences de presse, des parties en présence. Il faut aussi aller écouter les associations, puisque la COP, c'est quand même toute la communauté internationale quasiment qui est réunie dans un seul espace le temps de 15 jours pour parler climat. Donc il y a à la fois les représentants des petites îles menacées par la montée des eaux et la Chine et les États-Unis, qui seront des pollueurs historiques et importants. Donc il faut suivre les conversations et les tractations entre toutes ces parties. Et donc la journée se découpe entre des interviews et voilà, montage direct. La COP à Bakou était assez particulière, puisque nous n'avions pas le droit d'assister à des manifestations en dehors de l'enceinte de la COP, qui est une enceinte protégée par l'ONU. Donc les manifestations se tenaient dans l'enceinte de la COP, mais parfois c'était des manifestations silencieuses avec juste des panneaux. Donc la société civile était un petit peu moins impliquée cette année dans la COP que ça ne peut l'être dans d'autres éditions. Mais c'est important d'être sur place, parce que c'est aussi là qu'on se rencontre des courants trouvés à la COP à Bakou juste après l'élection de Donald Trump, qui n'était pas encore à la Maison-Blanche, mais voilà, on savait qu'il allait arriver au pouvoir, qu'il allait se retirer des accords de Paris. Et il y avait sur place, par exemple, des représentants des villes américaines et des États américains qui, eux, veulent rester dans l'accord de Paris. On voit que le niveau fédéral aux États-Unis n'est pas le même, et qu'on peut très bien être américain, rester dans les accords de Paris parce qu'on représente une ville ou un État. Alors justement, tu parlais des conditions. L'Azerbaïdjan, c'est un pays réputé autoritaire, qui est à la 164e place au classement mondial de la liberté de la presse par Reporters sans frontières. Tu as des confrères de France Inter et France Culture qui ont fait état de conditions quand même compliquées pour couvrir cette COP. Ils ont évoqué un climat de surveillance. Ils pensent même que certaines conversations ont été écoutées. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti là-bas? Et est-ce que ça a conditionné aussi la façon de travailler? Effectivement, on savait où on mettait les pieds. On avait été prévenu par le ministère des Affaires étrangères qu'on pouvait potentiellement être sur écoute, surveillé. Donc ce qui est clair, c'est qu'on allait sur place dans le cadre d'un mandat et d'un visa de journaliste environnement. Donc il fallait effectivement rester dans ce cadre-là pour ne pas faire de provocation, puisqu'on était prévenu qu'il y avait un risque de détention arbitraire de journalistes français. Donc effectivement, voilà, le travail était vraiment un travail sur le climat. Cette appréhension quand même, quand on peut se dire qu'on va là-bas et que potentiellement on peut être détenu si on sort du cadre. Après, en faisant son travail, en restant vraiment sur le champ du climat, il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Mais c'est vrai que ça pose un cadre et qu'on ne sortait pas de l'enceinte de la COP. Alors que dans d'autres pays, on serait allé faire des reportages plus facilement sur voilà, des installations de pétrole. On serait allé rencontrer des militants. C'est un pays assez pétrolier. Voilà, absolument. Oui, ça a conditionné les reportages autour de la COP, ça c'est clair. Et dans la COP, voilà, il fallait qu'on soit vigilant à bien rester dans le champ du climat. Donc oui, ça a conditionné le travail sur place, oui. On arrive au bout de cet épisode. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On va vous mettre en description le lien de la chronique d'Anne sur franceinfo.fr et on se retrouve quant à nous très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.